Patience. Journal du rêve, du soi et de l'ailleurs. Atelier d'écriture et podcast proposé par Julie Beressi et Simonetta Greggio. Nous allons entendre les textes écrits par les participants de l'atelier, leurs rêves, leurs respirations, leurs mots qui nous parlent de nous-mêmes, de l'amour, de la crainte, du désir en cage et de liberté. Patience, patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Paul Valéry. Evan, Île de Ré, mardi 24 mars 2020, J8. Pas évident le confinement quand t'as un amant. On en parle assez peu dans les médias, voire pas. C'est dommage parce que ce serait un bon sujet. Je suis sûre que ça plairait. D'un coup, pendant le JT de 20h, les couples confinés, hébétés devant le poste, feraient taire leurs gosses. Chut, Madame ferait genre « Passe-moi le sel, Francis, ça m'intéresse pas ces histoires-là. » Tandis que monsieur dirait « Oh, ces journalistes, Monique, n'importe quoi. » Mais en vérité, leurs neurones atrophiés par l'ennui partiraient en étincelles et reprendraient un peu de vie. Faudrait leur faire un sujet de type encadré, comme on dit dans le métier. Pédagogique, organisé, avec infos numérotées, cas concrets, chiffres clés et beaucoup de couleurs pour capter l'attention. Parce que les gens, faut tout leur expliquer dans leur télé, sinon il y a des ratés. Et encore, en ce moment, t'as beau t'appliquer et marteler. Attention, le Covid-19 est un virus affreux, restez chez vous, sinon vous mourrez tous dans d'atroces souffrances par suffoquement. Eh bien, que font-ils ? Ils sortent de chez eux et épuisent le personnel soignant. Énervant. Toujours est-il que quand tu te retrouves prise au piège, avec mari et enfant, un petit encadré bien balancé façon BFM TV, intitulé « Manuel de survie à l'attention des infidèles en temps de confinement », ça peut dépanner. Enfin, je dis dépanner, je parlerai d'utilité publique en réalité, voire même de devoir civique de la part des journalistes. Selon la dernière enquête IFOP, 33% des femmes trompent leur conjoint, contre 39% pour les hommes. Rendez-vous compte, sur 66 millions de Français, si l'on additionne le pourcentage des femmes et des hommes, j'ai calculé, ça nous donne 47,52% de la population claquemurée sans l'être aimée. Quasi une personne sur deux suintant l'animosité, enfermée avec son régulier, nez à nez toute la journée. Vous imaginez un peu le bordel dans la maisonnée ? La valse de gifles distribuées, les empoignades de haute volée ? De quoi redouter l'encombrement aux urgences, c'est alarmant. Croyez-vous vraiment que ce soit le moment ? C'est pourquoi il est primordial d'adopter les gestes qui sauvent, de connaître sur le bout des doigts ces ruses nous permettant de communiquer avec l'absent pour respirer correctement, sans essoufflement. Règle numéro 1. Modifier tous les jours le prénom de l'être manquant dans son portable. L'amant se prénomme Thomas, le lundi il s'appellera Séverine, le mardi Martine, le mercredi Patrick, etc., etc. On pioche les prénoms dans ses contacts existants, ceux que votre moitié aux aguets connaît évidemment. Il s'agit là d'une manœuvre visant à brouiller les pistes. En cas de texto intempestif, on ne souhaite pas que le mari s'étonne qu'un Patrick inconnu vous écrive tous les mercredis. Compris ? Règle numéro 2. Effacez immédiatement les échanges, c'est important. Ne rien laisser traîner, ne rien conserver. Je sais, c'est moche, surtout en cas d'échange soigné, de jolis mots reçus, de mots sous-pesés, réfléchis et appliqués, de ceux qui permettent de rêver, de s'évader, de sourire à part soi. Ouais, ben non, même là, c'est interdit. On écrase tout, j'ai dit, ou alors on apprend par cœur, excellent contre l'Alzheimer. À l'extrême limite, si l'envie est trop forte de conserver un os à ronger en attendant des jours meilleurs, exemple « Crois-tu, mon amour, que le temps effacera le souvenir de tes yeux, de tes mains, de tes rires et de tes hanches ?» Dans ce cas, on copie la phrase telle qu'elle et on la colle dans ses notes au beau milieu d'une liste de courses à faire au supermarché. Seule sortie autorisée. Cas pratique. Oignons, champignons, savon. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Et après ? Après, je t'enlacerai, mais ça tu le sais. Et après, mon nez dans ton cou, mes mains dans ton dos.
Après, qui t'étreigne et qui t'enlace. Après, qui t'aime et t'aime encore. Je t'aime mon amour, je t'aime encore et encore. Glaçons, saucissons, pignons, cornichons. Bon, j'admets qu'entretenir une relation avec un amant possédant une vraie plume, apte à écrire de longs pavés, ce serait quand même plus pratique et moins fastidieux que de copier-coller un à un ces échanges brefs, quoique inspirés. Mais enfin, après tout, on s'occupe comme on peut, c'est pas comme si on était débordé. N'empêche, quand on a un amant en temps de confinement, c'est vrai, c'est pas évident. Mais c'est aussi comme posséder une énergie secrète, évidemment. Parce que nous sommes habités par l'absent, et au fond, on sait bien que ne plus se revoir, se blottir, s'embrasser, s'enlacer, s'aimer, paraît bien impensable et pour tout dire, insensé. Alors cette certitude d'un amour tapis dans notre cœur et notre esprit fait de nous des nantis, de ceux qui croient en un avenir joyeux, en un futur enchanté, pas si loin, il est là. On pourrait presque l'effleurer des doigts. Eva, Paris, jeudi 26 mars 2020, J10. Depuis vendredi soir, je suis malade. Juste avant, j'avais travaillé comme jamais. On a monté en 10 jours un centre de télésurveillance pour les patients suivis à domicile, ceux qui ne sont pas assez malades pour être hospitalisés, mais suffisamment pour être inquiets. Un centre de télésurveillance, c'est un centre d'appel. 16 voix compatissantes qui se relaient pour appeler les patients, s'assurer que tout va bien, les réconforter, répondre à leurs questions. J'aidais à former les télésurveillants, un mot très moche, comme notre époque sait en produire, pour un si beau rôle. Vendredi soir, je suis rentrée chez moi, tard, à pied parce que je voulais éviter le métro. J'étais exténuée et en arrivant, je toussais fort. Je ne suis pas allée travailler le lendemain. On m'a dit de m'isoler et on m'a envoyé passer un test à l'Hôtel-Dieu. J'ai été accueillie par des soignants habillés de pied en cap. On m'a équipée d'un masque et on m'a installée dans une pièce nue. Une fois le prélèvement fait, je suis rentrée chez moi, à pied, une nouvelle fois. Les rues étaient lugubres, il faisait froid et j'avais le corps mouillé d'une mauvaise transpiration. Je n'ai croisé que des SDF et des policiers. J'ai pensé aux histoires de fin du monde que j'avais lues, bien au chaud, dans le monde d'avant. Cormac McCarthy, Margaret Atwood. Je suis arrivée chez moi, je me suis couchée. On m'a appelée pour me confirmer que le test était positif. Depuis, je vis une sorte de confinement dans le confinement. Le médecin m'a conseillé de me tenir à l'écart de mon compagnon et de ma toute petite fille, alors je suis cloîtrée le plus souvent dans ma chambre. J'ai des moments de panique. Je me dis que peut-être on n'en sortira pas, qu'on ne reviendra jamais à avant, qu'il pourrait y avoir une guerre, un coup d'État, des coups de folie. Et puis il y a d'autres moments où je m'ajuste aux toutes nouvelles et minuscules dimensions de mon existence. Regarder par la fenêtre devient une activité à part entière. Nous habitons en hauteur avec une très belle vue sur les toits de Paris. Alors régulièrement, je m'accoude à la fenêtre et je scrute, minutieusement. J'ai découvert une multitude de détails auxquels je n'avais jamais fait attention. Des cheminées boules, les circonvolutions des oiseaux, un curieux balcon envahi par les plantes, un homme qui joue à la paume sur le toit de son immeuble, la lumière bleue d'une télévision immuablement allumée quelques étages plus bas. Parfois aussi, je ferme les yeux. Il fait très beau ces jours-ci. Je laisse l'air frais caresser mon front, calmer le mal de tête. Puisque plus personne ne peut me toucher, je me confie à la brise. C'est doux, ça me soulage. C'est dur de ne plus toucher personne. Ma petite fille a 1 an aujourd'hui. Je n'ai pas pu la prendre dans mes bras. Mais on dirait qu'elle comprend tout. J'agite la main pour elle, à 1 mètre de distance, et elle me sourit. D'un merveilleux sourire de bébé qui creuse ses mignonnes joues dodues et fait briller ses yeux. À 1 mètre de distance, je chante, je fais tourner mes mains et je danse pour elle, et elle rit. Mon amoureux, son père, mime une caresse à 1 mètre de mon épaule. Nous nous embrassons dans le vide. Nous nous disons que quitte à être confinés, nous sommes heureux de l'être tous les 3.
je leur souris. Je retourne dans ma chambre, je me plonge dans Jane Eyre, l'orphelinat, la belle maison inquiétante de Rochester le sulfureux, la mystérieuse présence au 3e étage, la campagne anglaise. Et surtout, la voix si attachante de la narratrice, cette modeste gouvernante si vive, curieuse, indépendante, bien plus libre que les ladies. Je lis avec avidité les descriptions des réceptions magnifiques, les voyages en voiture, à cheval et les promenades dans les allées du parc. Les promenades surtout me ravissent. Charlotte Brontë décrit la fraîcheur de l'herbe, les massifs de giroflées et de fleurs d'autrefois. Les grands arbres agités par le vent et les murs de ma chambre s'écartent. Pour quelques heures, s'échapper. À vos plumes et à la semaine prochaine.